Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Ça fait du bien de se retrouver. J'espère que vous allez bien malgré le froid de l'hiver. Moi ça va bien, bonjour à tous. Aline, moi j'aime bien l'hiver, tu sais. Hein. Ah ouais. Donc ça va d'être en hiver. Parce que tu skis, non? Ouais, moi je skie. Ouais, moi aussi, c'est trop bien le ski. On est des montagnards. Bon, je te souhaite de découvrir des belles pistes du côté suisse cette année. Merci. Mais aujourd'hui on se réchauffe un peu. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui on va parler de la Colombie. On va partir ensemble en Colombie. Et justement, on a la chance d'avoir Esther aujourd'hui avec nous. Bienvenue Bonjour. Esther. Merci. Alors Esther, t'es une invitée spéciale pour nous parce que t'as participé avec Aline et d'autres jeunes à un voyage organisé par Portes Ouvertes. Il y a quelques mois, c'était justement en Colombie. Et puis on aimerait bien dans ce podcast avoir un petit retour sur ton expérience, puis en fait sur votre expérience, parce qu'Aline, t'étais aussi du voyage. Tout à fait, oui. Mais volontiers, moi j'ai vraiment énormément aimé ce voyage. Du coup, je suis trop contente d'être là pour en parler. C'est cool. Ouais, c'était vraiment des temps spéciaux et des temps bénis. Ouais, vraiment. Alors, pour recommencer un petit peu depuis le début par rapport à ce voyage, quel était le but du voyage? Combien de temps ça a duré? Qui est-ce que vous étiez? Est-ce que tu arrives un peu à nous dire, Esther? À donner un peu un... Ouais, le cadre un général. feeling, Alors, on est parti une semaine, 10 jours au total avec le voyage, parce qu'il y a quand même bien 10-15 heures d'avion pour aller là-bas. Et on était un petit groupe, alors c'était super chouette parce qu'on était un petit groupe assez international finalement. On avait des Allemands, une Belge, des Français, des Suisses, et du coup c'était vraiment chouette parce qu'on a parlé en anglais principalement tout le voyage, mais après on changeait, il y avait un mélange entre l'espagnol, l'allemand, le français, l'anglais, enfin c'était chouette. Moi j'avais beaucoup apprécié pour ça. C'est vrai que les temps de prière, quand on priait pour nos frères et sœurs, c'était vraiment riche. Parce que ça passait de l'espagnol à l'anglais, au français, à l'allemand, au suisse allemand. Donc ouais, il y avait une belle multiculturalité. Ouais, ça c'était vraiment hyper riche. Et puis on est parti vraiment dans l'objectif d'aller rencontrer les chrétiens persécutés là-bas en Colombie, dans la région où on était. Et puis c'était donc on a passé du temps avec eux, on a prié pour eux. L'idée c'était vraiment aussi d'aller les encourager et de pouvoir vraiment les rencontrer dans leurs difficultés aussi, dans leur persécution. Mais je pense que en plus de ça, on a toutes les deux et toutes les personnes du groupe, je pense qu'on a été richement encouragés. On a été richement encouragés et bénis par les différentes interactions qu'on a eues avec eux, les différents témoignages aussi, parce que chacun ils nous ont donné leur témoignage. Donc ouais, c'était vraiment, enfin tu rentres, t'es plus vraiment la même personne finalement. Tu rentres, t'as tellement entendu. En fait, on a rencontré tellement de chrétiens, tellement de pasteurs. Tu rentres, enfin moi j'ai été vraiment hyper boostée dans ma foi, et puis aussi avec une perspective vachement différente même de la vie ici en Europe et de ce que ça veut dire finalement aussi être chrétien. Et je trouve que c'était chouette ça. C'est vrai qu'on annonce les voyages de Portes Ouvertes un peu de cette manière-là en disant vous allez vous pour bénir, pour voir, pour visiter. Mais moi j'aime beaucoup vos retours en disant tu rentres puis t'es changé toi-même. Ouais. Mais vraiment parce que t'entends tellement d'histoires, de témoignages de vie, et en fait le fait de les voir en vrai, enfin c'est pas juste les histoires, on en entend tellement aussi beaucoup de témoignages ici, mais genre tu les as vraiment en face de toi et tu les vois aussi dans leurs émotions, dans leurs souffrances, enfin ça te change vraiment. Moi je pense des fois ici quand j'entends les histoires ou les témoignages qui des fois ils sont difficiles, t'arrives à prendre une certaine distance. Je crois qu'on en discutait en plus quand on était là-bas. T'arrives à prendre une certaine distance par rapport à la souffrance. Puis t'en as besoin parce que sinon, comme on travaille régulièrement avec ce genre d'histoire, tu te laisses submerger puis t'arrives plus à faire ton travail. Mais là-bas, quand t'es sur place et que t'as les personnes en face de toi,
je veux dire, là, tu le vis presque avec eux. Et ça, c'est, en même temps, c'est hyper beau, c'est pas forcément toujours facile. Parce que tu rentres, t'es aussi, moi, je sais pas toi comment tu l'as vécu, moi, quand je suis rentrée, j'avais l'impression d'avoir vécu presque un mois là-bas, tellement c'était intense. C'est vrai que c'était intense, et on a rencontré beaucoup de chrétiens. Et ouais, c'était fort aussi de voir leur persévérance pour le Seigneur, malgré les difficultés, malgré ce qu'ils vivent, la violence qu'ils peuvent vivre ou les persécutions qu'ils peuvent vivre, de voir comment ils persévèrent. Ouais. Et pour moi, ça m'a énormément encouragée. Ouais. Mais aussi de voir que notre présence là-bas, c'était une bénédiction pour eux. Parce qu'en soi, tu te dis, mais ça sert à quoi qu'on aille là-bas? C'est tellement loin. Qu'est-ce que j'apporte vraiment à juste passer ces quelques heures avec eux alors que on parle pas la même langue, moi j'essayais de baragouiner avec mon espagnol bien rouillé. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, cette année, il va falloir que je m'en remette à apprendre l'espagnol. Mais ouais, pour moi, c'était beau de voir qu'au final, notre présence, ça faisait une différence. Pour certains, c'était juste ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là pour continuer et persévérer. Après aussi, d'entendre, en tout cas, moi j'ai l'image de cet homme d'une 60aine d'années qui est pasteur, qui me revient encore. Et quand il dit, mais les portes ouvertes a changé ma vie. Mais moi, ça m'a donné de la chair de poule, quoi. Parce que d'entendre vraiment de sa bouche que le peu qu'on fait, on essaye de faire plus, mais ce qu'on fait, en fait, ça a un impact direct sur la vie des personnes. C'est juste magnifique. Ouais. Et lui, en fait, il nous a dit ça en expliquant son témoignage et en expliquant comment notre action sur le terrain par nos partenaires locaux ont permis de vraiment mettre ces 4 enfants en sécurité. Ces enfants qui auraient pu être kidnappés par les milices. On va en parler plus après, mais ouais, c'était tellement beau de voir que ce qu'on essaye de faire, ça change vraiment des vies. Ouais. Et merci Seigneur. Et merci Seigneur. Et je trouve que c'est vraiment encourageant dans notre travail. Tu te dis, en fait, waouh, ça a un sens. Et ça donne tout un sens à ton travail, je trouve. Ouais, et un voyage comme ça te permet d'être témoin direct avec tes yeux, avec une semaine comme ça sur les lieux où eux ils vivent de l'action de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et juste une petite note pour vous qui nous écoutez, si vous savez pas, donc Esther, elle travaille aussi à Portes Ouvertes, mais ces voyages c'est ouvert à tout le monde. Là, c'est pour ce podcast, on a invité Esther, mais voilà, on a eu d'autres personnes qui travaillent pas avec Portes Ouvertes, qui ont voyagé avec nous, et justement c'était un voyage jeune, donc c'était des jeunes de 18 à 35 ans qui sont venus avec nous. C'est ça. Voilà. Ouais. Tu disais avant, Esther, que t'avais l'impression en étant rentrée que t'avais vécu tout un mois en voyage, tellement il y avait eu d'expériences différentes. Mais qu'est-ce qui t'a marqué, si tu devais en retenir qu'une, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Un témoignage, tu dis, ou une situation? Ou dans le contexte colombien dans lequel t'es allée? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, et ce que je vais aussi... il y aura bientôt une série Instagram qui va sortir aussi sur la thématique. C'est en fait la pression que vivent les chrétiens persécutés là-bas. Enfin, c'est impressionnant parce que moi, je m'étais pas rendu compte à quel point la région dans laquelle on était, elle s'était vraiment tendue. C'est peut-être bien que tu le saches pas à l'avance. C'est peut-être ni tes parents. Surtout tes parents. Je sais pas s'ils nous écoutent, non, mais... ils vont peut-être nous écouter. Et ils l'ont su après coup. Mais ouais, en fait, tu te rends pas forcément compte. Et quand t'arrives là-bas et que le pasteur avec qui on était toute la semaine, il nous a dit, voilà, on est content que vous soyez arrivés en sains et saufs. On espère que vous rentrez aussi sains et saufs. Et là, tout à coup, ça te fait un peu bizarre. Et tu te dis genre, ah ouais, c'est quand même
C'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et du coup, cette tension constante un peu des risques que t'encours, en fait, en tant que blanc, mais aussi en tant que chrétien. Et tu dis, en fait, eux, c'est ce qu'ils vivent constamment, tous les jours. Mais en fait, moi, je l'ai trouvé assez lourde. J'ai trouvé que c'était assez lourd à porter de se dire, ah, mais en fait, tu dois tout le temps faire attention. Pas faire attention à comment tu sors ton téléphone. Attention, quand on va en groupe, en ville, de pas se disperser. Et tu les voyais aussi qui étaient vraiment tendus par rapport à ça et qui nous ont répété plusieurs fois, mais en fait, vous vous rendez pas compte de la situation ici. Vous venez d'Europe, c'est normal, mais genre, vous vivez un peu dans une réalité parallèle à nous. Ici, on est constamment en danger et en fait, on peut pas vous laisser juste faire ce que vous voulez comme vous le feriez en Europe. Donc le danger principal, c'était les kidnappings. Ouais, il y avait kidnapping, vol. En fait, il y a eu plusieurs situations où un des premiers jours, on a été voir une plantation et de tomates. Une plantation de tomates. Ouais, oui, exactement. Et en fait, on a été, du coup, on devait sortir de la ville. On a pris les voitures et puis ils nous ont dit, mais en fait, là, on sort de la région où l'armée est encore présente. Oui. Là où on va, il y a plus d'armée, il y a plus personne qui vient vous sauver si jamais il y a un problème. Et justement, moi, ça m'avait particulièrement interpellée ce coup-là parce que avant qu'on prenne les voitures, donc le pasteur nous avait dit, ok, donc on a 3 voitures, moi je serai à l'avant, et s'il y a quoi que ce soit, je vais mettre les warnings, et si vous voyez mes warnings, vous réfléchissez pas. Il disait au conducteur, vous réfléchissez pas, vous faites demi-tour et vous partez le plus vite possible. Et moi, je me suis dit, ah bah zut, en fait, je suis dans la voiture du pasteur, donc Aline dans la voiture. Je vais être dans le feu de l'action. Donc, moi, j'ai tendance à pas vraiment voir le danger, ou difficilement voir le danger. Mais à ce coup-là, je me suis dit, bah Aline, faut vraiment que tu pries. Donc pendant tout le trajet, je priais pour notre sécurité. Et autres, ouais, et du coup ça c'était vraiment un des dangers principaux, c'était aussi de se faire arrêter par les groupes armés, parce que finalement ça aurait été, ou les groupes narcotrafiquants, ça aurait été un des dangers. Là, dans le cas là, puis ils font un peu ce qu'ils veulent, donc ils t'arrêtent, tu sais pas trop ce qui peut se passer, après ils peuvent t'enlever, enfin il y a plein de risques. Ouais, tu sais pas trop. Ouais, si c'est des zones de non-droit, effectivement, avoir des petits occidentaux sous la main, ça pourrait être intéressant. Et surtout en tant que occidentaux, si je peux dire comme ça, c'est vrai que, en tout cas, moi, quand je voyage, je me dis, bon, si vraiment il m'arrive quelque chose, le gouvernement de mon pays peut envoyer de l'aide. Mais là, il y avait une autre dimension de se dire, mais en fait, ça se trouve, personne va vouloir venir nous chercher. Parce que c'est trop dangereux. Ouais. Donc ouais, et nous on l'a vécu sur une semaine, et encore je pense qu'on s'est vraiment pas rendu compte de l'ampleur. Mais pour eux c'est le quotidien. Le soir ils se débrouillaient pour qu'on soit pas dehors, donc on commandait à manger à emporter pour qu'on soit pas dehors, pour nous éviter des risques. Ouais, c'est ça. Et là le premier jour il y avait aussi un couvre-feu. On devait être rentré à 18h parce que c'était les règles qui étaient établies par les groupes armés. Du territoire qu'on visitait. En disant, vous devez être rentré à 18h, sinon vous aurez un problème. Si on vous trouve sur la route. Donc le pasteur, il était aussi hyper tendu toute la journée, en nous mettant quand même assez la pression, en disant, il faut y aller. Donc le programme était quand même assez... Enfin, fallait pas rater les coches, quoi. C'était un peu ça. Plein de mesures aussi à cocher pour assurer votre sécurité. Ouais, c'est ça. Mais tu parles, Esther, de groupes de narcotrafiquants, tu parles de paramilitaires, enfin de checkpoints comme ça. T'arrives à expliquer un peu le contexte politique du pays, parce que nous on imagine la Colombie avec un gouvernement. Puis là, ça a l'air un petit peu d'être la banlieue, enfin la jungle, ouais. Ouais, effectivement, la situation elle est super complexe en Colombie. Et ça, je pense, je m'en étais pas non plus forcément à ce point-là rendu compte avant d'y aller. C'est que, en fait, oui, bien sûr, t'as le gouvernement, t'as l'armée,
Mais à côté de ça, t'as tous ces groupes armés, guérillas, qui ont en fait un énorme pouvoir à l'intérieur du pays. Et actuellement, ils nous ont dit 70% du territoire du pays est aux mains des groupes armés. Donc en fait, ce qui fait que t'as un constant... et en fait, en plus, pardon, j'oublie, mais en fait, ils sont en conflit avec l'armée. Donc ils se battent régulièrement avec l'armée. Et il y en a beaucoup de différents groupes qui se battent entre eux et qui se battent avec l'armée. Et du coup, ils font sauter des voitures de police, ils font sauter des stations de police, ils font des attentats. Et ils disent de plus en plus, ça se développe de plus en plus dans le pays depuis le Covid. Et ça arrive même maintenant qu'à Bogota, il y a parfois, ce qui n'arrivait jamais avant, des fois des attentats de groupes armés. Justement, là, j'ai lu il y a 2 jours que il y avait un hélicoptère de la police qui a été... ils l'ont fait sauter avec les personnes dedans. Il y a eu un attentat. Et ça s'est passé il y a que quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment compliqué, là, la situation. Ils disent, il y a des moments où c'est plus calme, mais il y a des moments où vraiment la violence augmente. Et ça, actuellement, c'est un moment où vraiment la violence est assez à son apogée. Ouais, donc ça veut dire que c'est un gouvernement colombien qui arrive plus à contenir les violences des différents groupes que tu as nommés. Mais pourquoi? Parce qu'on imagine quand même la Colombie comme un État grand, mais puissant et central. Justement, c'est un pays grand, tu le dis justement, et c'est vrai que c'est tellement grand que le gouvernement a vraiment du mal à gérer tous les territoires. Et de ce fait, ça laisse la place à ces groupes armés pour agir. Et particulièrement, ils ont pris vraiment de l'emprise pendant le Covid. Suite au Covid, on a vu vraiment une multiplication de cette emprise sur le territoire, parce que pendant le Covid, tout était fermé et ils se sont développés. Ouais, et en plus de ça, t'as tous les groupes narcotrafiquants. Donc aussi, c'est pas juste les groupes armés, les guérillas, il y a aussi ces groupes narcotrafiquants qui du coup produisent de la cocaïne et qui vont faire des trafics illégaux. Donc eux, ils sont aussi en conflit avec les groupes armés, avec l'armée aussi, avec les chrétiens. Enfin, c'est tout un truc qui est hyper complexe. Bon, on comprend qu'il y a différents groupes, mais moi, je me pose la question maintenant du coup de la place des chrétiens là au milieu. Parce qu'on comprend que le contexte est tendu, qu'il y a plein de consignes de sécurité, mais si t'es un chrétien, pourquoi t'es particulièrement en danger dans un contexte comme ça? Enfin, le contexte est violent, tu fais attention, mais les chrétiens semblent être particulièrement visés, ou ces pasteurs qui vous ont donné leur témoignage. Ouais, du coup, oui, effectivement, ils sont visés pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, ils sont au milieu du conflit. Donc, ils se retrouvent souvent pris en étau entre les différents groupes. Par rapport aux groupes armés, les groupes armés essayent de recruter régulièrement des jeunes pour rejoindre leur force armée. Et les pasteurs vont, par leur influence ou aussi leur prêche les dimanches ou comme ça, ils vont décourager les jeunes de rejoindre les groupes armés. Ou en tout cas les encourager à y réfléchir et à ne pas y aller. Ce qui va en fait être un problème pour les groupes armés, parce que du coup ils ont moins de jeunes, surtout plutôt les jeunes hommes, mais il n'y a pas que, mais il y a moins de personnes qui peuvent recruter, et du coup ils se retrouvent en conflit avec les pasteurs. Et donc c'est souvent les pasteurs dans ces cadres-là qui sont assez visés. Et puis au niveau des cartels de drogue, les pasteurs ils vont aussi encourager souvent les familles ou les producteurs, ceux qui ont des plantations, de ne pas entrer dans le marché de la drogue. Et là aussi, du coup, ça va créer des conflits avec les cartels de drogue. Et c'est hyper complexe. Et du coup, ils se retrouvent vraiment au milieu de tout ça. Et ils sont en constant danger. Parce qu'en fait, ils reçoivent des menaces de mort. Enfin, il y a on avait entendu plusieurs cas où ils ont plusieurs ont failli mourir.
Et certains qui sont morts. Et certains sont morts, ouais. Ouais, c'est vrai que de ce côté, depuis la Suisse, avec les nouvelles qu'on reçoit de Portes Ouvertes, on a régulièrement partagé des témoignages de pasteurs qui avaient été assassinés. Ouais, dans ces cadres-là. Mais vous avez rencontré des pasteurs qui vous ont raconté des histoires comme celle-là? Alors oui, déjà, tous les pasteurs qu'on a rencontrés, ils ont tous été empoisonnés au moins une fois. Donc il y a déjà ça. Qui ont été menacés. Oui, il y en a souvent il y en a qui nous avaient raconté aussi que il y a plusieurs fois des groupes armés qui viennent chez eux, soit pour les menacer, soit pour leur offrir une certaine protection, plus ou moins protection, qui en fait risque dans la suite de se retourner en menace ou en... Donc ils ont aussi souvent dit. Et aussi, c'est pas seulement eux qui sont en danger, mais c'est aussi leurs femmes et leurs enfants. Ouais. Et particulièrement les enfants chrétiens, ça arrive régulièrement qu'ils sont kidnappés, qui sont pris pour être enrôlés dans les rangs de force. Et c'était vraiment beau parce qu'on a eu aussi l'occasion de rencontrer une jeune femme, donc elle a 27 ans, et elle, en fait, en étant enfant, elle donc fille de pasteur, et en étant enfant, pour aller à son école d'une communauté indigène, parce qu'ils sont indigènes, elle devait faire 2 heures de marche à pied, aller, retour, et elle nous disait, mais en fait, à tout moment, il pouvait m'arriver quelque chose. À tout moment, je pouvais être attaquée, kidnappée. Et donc, à ce moment-là, elle était obligée, elle disait, mais j'étais obligée de faire confiance au Seigneur. Malgré le fait que je doutais vraiment en sa bonté. Parce que cet enfant, en fait, elle voyait dans sa communauté, dans les connaissances qu'elle avait, que ses parents avaient, le nombre de personnes qui avaient été attaquées, le nombre de de femmes qui avaient été violées, et elle disait, mais comment est-ce que Dieu, il peut être bon, alors qu'on est ses enfants? Et donc, on voit bien que, même en allant à l'école, il y avait aussi cette bataille en elle, mais elle décidait de faire confiance à Dieu. Et elle a eu la chance de pouvoir rejoindre l'école refuge de Portes Ouvertes. Donc, c'est une école qui a été mise en place par Portes Ouvertes et qui permet aux enfants des pasteurs de pouvoir être en sécurité. Et ça permet aussi aux pasteurs de pas avoir la crainte qu'à tout moment leurs enfants puissent être kidnappés. Et donc on voit vraiment que c'est leur réalité, même en étant enfant, de savoir qu'à tout moment il peut arriver quelque chose. Donc oui, on a pu aussi entendre le témoignage de son frère qui, lui, avant d'avoir la chance de rejoindre cette école refuge, a vécu des choses très difficiles dans son école locale. Et en fait, à 9-10 ans, il est revenu à la maison en disant à son papa, donc son papa qui est pasteur, papa, on me force à me droguer. Il avait 9-10 ans. Et donc son papa, il était, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'à ton école, on te force à te droguer? Et donc il est allé en parler à l'école, et du fait qu'il est pasteur, l'école l'a complètement ignoré, or que c'est une école où il paye pour que son enfant aille. Et suite à ça, l'enfant, le garçon, il a été tabassé, mais limite à mort. Et de nouveau, le papa, il est allé à l'école pour se plaindre, et encore une fois, ils l'ont ignoré du fait qu'il est pasteur. Et c'est suite à ça qu'il a vraiment eu la possibilité de rentrer dans cette école refuge. Et c'est justement ce papa qui nous a dit, mais Portes Ouvertes a changé ma vie. Parce que ces 4 enfants ont pu être mis dans cette école. Donc pour la famille, c'était un énorme pas. Parce que l'école, elle est à 18 heures de route. Et c'est pas des autoroutes comme on a en Suisse. C'est des routes difficiles d'accès. Et donc, en fait, ils voyaient leurs enfants peut-être une fois par an.
Donc c'est dur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont laissé le choix à leurs enfants en leur disant mais est-ce que tu veux aller à cette école? Et les 4 ont dit oui. Et donc ouais, on voit vraiment les risques encourus par toute la famille. Parce qu'au final, s'il arrive quelque chose à l'enfant, ça peut détruire les parents. Et vice versa. Ouais. Ouais, puis je pense que ça peut être trop lourd à porter pour un papa ou une maman de se dire moi je continue à être pasteur ici en emmenant justement dans le danger toute une famille. Et puis c'est par là que tu pourrais renoncer possiblement à ton appel parce que c'est trop dur pour un fils ou c'est trop dur pour un papa de voir son fils revenir le jour où il a été comme ça tabassé fort, quoi. Oui. Ouais. Ça met déjà toute cette dimension-là de côté. Donc moi, ces témoignages, ils m'ont particulièrement parlé. Mais toi, Esther, quelle est la personne ou le témoignage que tu retiens Ouais, c'est une bonne question. Il y a beaucoup c'est vrai, on en a vraiment entendu beaucoup, mais je pense que celui qui m'a le plus touchée ou qui m'a le plus interpellée, c'était celui du pasteur le dernier jour. Je peux pas donner le nom pour des raisons de sécurité, mais c'était un pasteur qui a été pendant longtemps dans les groupes, lui-même enrôlé dans les groupes armés, même dans le leadership en fait de ces groupes. Donc il a été chez les FARC et il avait été aussi chez un autre groupe dont je me rappelle plus le nom. Mais ouais, lui il avait vraiment un témoignage. J'ai vraiment été interpellée par son témoignage parce que c'est des témoignages que t'entends très rarement. En tout cas en Europe ou en Suisse, c'est des témoignages où t'étais là, waouh, ok, c'est vraiment quelque chose. C'est vrai, c'était vraiment impressionnant à entendre. Et en fait, ce jour-là, on a entendu 2 témoignages de personnes qui avaient quitté les groupes armés. Et ça, j'avais trouvé super d'avoir aussi En fait, on n'a pas eu que des pasteurs qui vivent la persécution de la part des groupes armés, mais qui en ont jamais fait partie. Là, c'était vraiment aussi d'avoir le point de vue de ces personnes qui ont fait partie de ces groupes et ensuite qui se sont convertis et qui ont quitté, ou qui ont quitté avant et qui se sont convertis après. Mais ça, c'était vraiment, les deux m'ont vraiment assez interpellée, et je trouvais que c'était aussi hyper intéressant pour donner aussi un point de vue différent sur la situation là-bas en Colombie, parce que je pense que j'arrivais aussi avec un point de vue très noir et blanc, de dire groupe armé, pas bien, chrétien, bien. Avec pas de passerelle entre les deux. C'est ça. Possiblement. Alors et oui, que, il y en a. exactement. Alors qu'elle l'a apporté, c'était la dame, le premier témoignage, elle a apporté son témoignage en disant, moi, j'ai fait partie des groupes armés, parce que j'avais une soif déjà, il y avait beaucoup cette question de vengeance qui était très présente, mais elle était là en mode parce que c'est aussi des groupes qui amènent une certaine justice, qui vont qui vont se battre des fois contre les narcotrafiquants. Et il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ces groupes avec des idéaux socialistes, des idéaux aussi d'une justice équitable. Oui, tout à fait. Et ça, je me suis dit, c'était pas quelque chose que j'avais beaucoup entendu. Et du coup, j'ai été aussi interpellée par cette nuance qu'elle a apportée. Ça, j'avais trouvé très intéressant. Et lui, ensuite, il a apporté vraiment cet aspect dans l'autre sens. Lui, il a fait partie des groupes armés par pur plaisir de la violence. Déjà par vengeance. Par vengeance aussi, oui. Venger une personne de sa famille qui avait été tuée. Oui, son père, ouais. Et moi, ça m'a particulièrement interpellée parce que pour les 2 personnes, l'élément déclencheur qui les ont fait rejoindre ces groupes, c'était pour venger la mort de quelqu'un de leur famille. Oui. Et en fait, là-bas, c'est quasiment normal d'avoir perdu quelqu'un dans ta famille. Ouais. Et du coup, ça se reproduit, ça se transmet. Exactement. Dans une spirale qui s'arrête pas. Hein. Tout à fait. Ouais. Et puis c'est là qu'arrive l'évangile, un peu qui casse en fait cette spirale. Et lui, c'est impressionnant parce que du coup, il est rentré dans ces groupes armés par vengeance. Il a vraiment pris goût au meurtre. Enfin, il le dit vraiment comme ça. Donc, c'était très très impressionnant de le voir. On était dans la même salle, dans le même salon, petit salon chez le pasteur, avec qui on a passé toute la semaine. Et il était assis en face de nous, très tranquille, comme un théologien. Tu t'aurais dit, t'es en face de toi un théologien. Et quand il commence son témoignage, il me dit, voilà, moi j'étais dans les groupes armés, je buvais le sang de mes victimes.
je tuais par plaisir et j'étais fou en fait. Et quand j'étais là, ouais, ok, bon, ben. On est content de te rencontrer à ce c'est stade de ta vie. Ouais, c'est vraiment ça. T'es là, bon, on est content de te rencontrer maintenant et puis pas dans... Pas avant. Exactement. Et du coup, ben, il a raconté son témoignage, justement, ce goût du meurtre, du sang. Et en fait, sa tête était mise à prix par le gouvernement. Et pendant longtemps, parce qu'il était vraiment... Il a fait énormément de dégâts dans l'armée, la police. Enfin, il a fait sauter beaucoup de voitures, beaucoup de stations de police. Enfin, c'était vraiment un caïd, ou je sais pas comment on peut dire ça, vraiment... un homme jeune, vraiment hein. très très dangereux. C'était entre ses 15 et ses 22 ans. C'est ça, ouais. Il était très jeune et il avait aucune limite dans le mal qu'il pouvait faire. Donc il avait sa tête mise à prix et il a eu, la police et l'armée ont reçu comme ordre de l'arrêter mort ou vif. Donc idéalement mort. Oui, ouais, c'était vous le trouvez, vous le tuez, quoi. Sauf que par un concours de circonstances, il a dû être arrêté et pas tué. Parce que en fait la chose est devenue vite publique et ils ont pas pu juste le tuer comme ils voulaient le faire de base. Et donc il a été arrêté et mis en prison. Et c'est en prison en fait qu'il a rencontré Dieu grâce à un missionnaire qui était un pasteur qu'il connaissait d'avant, qu'il essayait de tuer par tous les moyens possibles. Depuis des années. Ouais, Depuis des années qu'il essayait de tuer. Ce pasteur est venu le voir en prison, lui a parlé de Jésus. Et il a rencontré le Seigneur comme ça. Et en fait, il y a eu un changement de vie, 360, quoi. total. Ouais. C'est ça. Et il a commencé à prêcher en prison. Il a aussi fait je sais pas comment il a fait pour faire des études de théologie en prison. Oui, il s'est formé pour devenir pasteur en prison. Pendant qu'il était en prison. Ouais. Et il a pu sortir de prison et par un miracle, aucune charge n'ont été retenues contre lui quand il a été jugé. Et même lui, il se l'explique pas parce que voilà, il donnait l'exemple de quelqu'un d'autre qui avait été trafiquant de drogue ou je sais plus quel était le crime de l'autre personne qu'il avait rencontré en prison, qui lui a été condamné à genre 70 ans de prison. Et lui, il a rien eu du tout, alors que c'était un meurtrier renommé, célèbre, qu'ils ont voulu tuer pendant longtemps. Enfin, il s'expliquait pas qu'il ait été, à part par un miracle et par la grâce de Dieu. Et donc, c'était... Et il était là, dans ce salon, à nous raconter son témoignage, en nous disant, des fois, quand je suis dans la rue, les gens, ils me reconnaissent et ils ont peur de moi, ils partent en courant. Et tu sais, waouh. Et il est marié, il a des enfants, il enseigne à l'église où on est allé le dimanche. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très beau de voir finalement comme l'évangile, comme Jésus transforme des vies. Ouais, où là, ça faisait vraiment un peu penser à l'apôtre Paul aussi. Ouais. De persécuteur à persécuté. Ouais. Parce qu'il est aussi en danger maintenant. Parce que il a déjà à cause de son passé, parce qu'il a tué plein de personnes, donc il y a plein de familles qui sont qui veulent se venger, donc dans ce sens-là il est menacé, puis il est chrétien, donc il est dans ce sens-là il est aussi menacé. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très beau, ce parallèle avec l'apôtre Paul, et de se dire mais en fait waouh, c'est vraiment un peu l'évangile devant soi, personnification de l'évangile. Je trouvais ça beau. Ben, je pense que c'est génial de pouvoir entendre des témoignages comme ça, aussi pour la vie de foi personnelle. De dire dans le chemin de vie tout simple ou du quotidien qu'on peut avoir ici, d'imaginer que c'est le même Dieu, avec les mêmes possibilités de transformation aussi. Ouais, c'est ça. Et ça revient un peu à ce que je disais au début. Moi, ça m'a vraiment aussi personnellement assez transformé ce voyage dans ma foi. Ça m'a vraiment touchée personnellement en disant mais waouh, ils ont une telle foi, qu'est-ce que moi aussi je peux faire, ou qu'est-ce que moi aussi je peux développer dans ma foi. Je trouve hyper touchant. Et puis c'est pour ça qu'on a envie d'aller en voyage de manière générale, puis avec Portes Ouvertes de manière particulière, ou dans des voyages chrétiens. C'est pour se dire qu'on va plus vivre pareil en rentrant. Ouais.
Enfin, moi, je trouve que c'est toujours génial quand des gens reviennent de voyage et puis qu'ils disent que ça les a transformés ou bien que ça leur a vraiment fait un déclic au niveau de leur foi. Ouais. Et je crois que c'est vraiment tout le groupe. Hein. Tout le groupe a fait ce retour-là, que c'était un voyage qui était hyper intense aussi spirituellement, et où tout le monde a été vraiment très touché d'une manière ou d'une autre par le voyage et par les rencontres. Après, vous avez eu le temps d'un peu visiter la Colombie quand même. Enfin, le côté exotique du voyage, vous avez pu en profiter aussi? Alors, on a découvert la nourriture colombienne, on a découvert les fruits, c'était très bon, ça c'était cool. C'est toujours chouette de manger des fruits dans ce genre de pays. Les mangues, les ananas, ça c'est cool. Une quantité folle de fruits exotiques que tu connais même pas ici, quoi. Ouais. Les bananes, ouais. Ça c'était chouette. On a eu un jour où c'était une journée un peu plus touristique, on peut dire, où dans cette région là où on était, il y a des sources d'eau chaude, et on a été une journée là dans ces sources d'eau chaude découvrir. En fait, c'est des sources qui viennent du volcan, et du coup c'était cool d'être en pleine nature. Il faisait pas très chaud parce que c'est quand même en altitude, et on était dans les sources d'eau chaude, tout le groupe avec la famille du pasteur. Ouais, c'était sympa cool de passer ces moments aussi avec eux. Ouais. Et pour y aller, il y avait toute une route, ouais. C'était assez long, mais c'était chouette, il y avait des beaux paysages. Ils nous ont amenés sur un col à 3000 mètres d'altitude, et en fait ils nous avaient même pas prévenus de nous habiller, donc on était vraiment en mode touriste, en tongs, en t-shirt, on était là, mais en fait il fait froid. On est arrivé à genre 8 degrés, tu vois, on était là genre et c'est surtout que une partie d'entre nous on aurait pu voyager au chaud dans la voiture, mais une partie d'entre nous préférait être à l'arrière du pick-up au vent, au froid. Par exemple, toi, Aline. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'as eu froid ce jour-là. Je suis toujours prête pour l'aventure. Ouais, en tout cas, ça donne hyper envie. Ouais. On aurait bien aimé être avec vous dans ce voyage-là, mais il y a peut-être d'autres voyages de portes ouvertes qui arrivent. Oui, il y en a, hein. Il y en a. Donc là, c'était le voyage jeune. Ouais. Et tous les ans, on fait un voyage jeune. Donc si vous êtes jeune ou si vous connaissez des jeunes, dites-leur de nous appeler. Et aussi, on a le voyage femmes. Chaque année, il y a un voyage spécial que pour des femmes, entre femmes, et d'autres voyages où c'est tous les âges, tous les sexes. Ouais, on peut mettre en lien sous l'épisode les liens vers le voyage jeune. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne plus d'infos. Là, je vais pas donner les détails parce que on ne sait pas trop qui nous écoute. Ah oui, non, pour des raisons de sécurité, on peut pas divulguer trop d'informations, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça sera avec plaisir de vous voir dans ces voyages. Moi, j'ai l'occasion d'à chaque fois amener les jeunes. Donc, et mes collègues se feront une joie de vous rencontrer. Ouais. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Esther, d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir partagé des souvenirs de ton voyage. C'était super précieux, c'était coloré, enfin, c'était comme si on y était, un peu. Un petit peu, oui. Ouais, merci beaucoup. Et puis, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez peut-être déjà voyagé en Colombie aussi. Je sais pas quelle expérience vous avez de ce coin du monde là, ou ce que vous avez envie de dire simplement à la suite de ce que Esther et Aline ont partagé. En tout cas, ça nous intéresse. Si vous nous écrivez ça, on le lira volontiers. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était une joie. C'était super. Et on vous souhaite une très bonne journée, chers auditeurs, chères auditrices, et à la prochaine.